Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette journée consacrée aux diasporas, leur mobilité et surtout leur retour en Côte d'Ivoire. Je suis Charme Matouba et je serai le pont entre chaque activité de ce jour. Le thème d'aujourd'hui est crucial, plus particulièrement lié au contexte actuel de mondialisation et de mobilité internationale. L'initiative de cette journée a été mise en place par le club d'experts des Abidjanaises InTech ainsi que l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à celui qui en est à la tête, monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ah, tu sais. Bon, bonjour tout le monde. Ce vendredi après-midi, où j'ai compris que vous allez travailler sur un sujet important pour la Côte d'Ivoire, je crois. Et nous, notre souci, notre objectif, c'est comment est-ce qu'on peut vous accompagner la Côte d'Ivoire au mieux et accompagner chacun d'entre vous, que vous soyez d'ici ou de là-bas, ou des deux, d'une nationalité ou des deux. Comment faire pour que ce sujet nous permette d'avancer. J'ai vu que depuis quelque temps, les initiatives se multiplient. Il n'y a pas longtemps au Sénat, il y avait un grand exercice avec la présidente du Sénat, ce qui est très bien. Nous, on est complémentaires de ça. C'est d'abord un exercice ivoirien, puisqu'on est en Côte d'Ivoire. Et donc cet après-midi, vous allez être en quelques groupes de travail pour voir concrètement, je crois que c'est un petit peu l'idée, c'est ça qu'on voudrait essayer d'apporter au terme de cette journée. Il y aura des conclusions, de voir comment faire, comment mieux faire et comment faire ensemble. Et donc, je vais pas plus loin. Je vais vous laisser travailler. Donc, bonne chance, bon après-midi, et puis à plus tard ce soir. Merci. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, comme l'a notifié monsieur l'ambassadeur, cette journée sera remplie de panels, d'ateliers et comme l'hospitalité ivoirienne est toujours en place, un cocktail de networking à la fin de cette journée. Nous allons commencer par une prise de parole, celle de la moitié à l'initiative de cet événement, les Abidjanaises InTech, ce club d'experts et de communautés de femmes dans la tech. Je demande à madame Longwa Andrea et Koulibaly Anna de venir nous faire une présentation de ce club. Un tonnerre d'applaudissements pour elles, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Longa Andrea Bouyamba et je suis donc la fondatrice et présidente du réseau d'expertise Abidjanaise InTech. Très rapidement, Abidjanaise InTech, c'est un réseau d'expertise qui a pour objectif d'avoir un impact dans l'écosystème technologique en Côte d'Ivoire et plus largement maintenant en Afrique francophone. Nous avons en notre sein 300 membres qui sont experts en technologie et notre mission, c'est vraiment de les inspirer, les connecter et les outiller afin qu'ils puissent vraiment avoir cet impact dans les décisions et dans la transformation digitale de nos sociétés. Avoir un club comme ça, forcément, ça crée donc une communauté, comme l'a si bien dit Charme. Et cette communauté, nous, elle est illustrée vraiment par la sororité numérique qui existe au sein de cette communauté. À la base de ce réseau, c'est vraiment des histoires de femmes qui sont dans un domaine qui est encore assez difficile d'accès pour une partie de la population et qui ont osé s'affirmer, entreprendre, investir dans le potentiel que peut offrir la technologie pour aujourd'hui et pour demain. Donc depuis un an, nous
sommes vraiment à la conquête des meilleures opportunités pour nos membres. C'est vrai que je suis aujourd'hui, je représente ces membres, mais derrière, c'est vraiment 300 femmes qui font des choses incroyables dans la tech dont on parle pas assez. Et nous, notre objectif, c'est de mettre en lumière ce qu'elles font, de leur donner accès à des marchés, de leur trouver du financement, de vraiment créer des opportunités d'affaires, d'emploi et de visibilité. Donc, pour nous, cet événement est très important. Pourquoi? Parce que on porte aussi la diaspora dans notre réseau. Nous avons 20% de nos membres qui sont situés en Europe et nous sommes un peu devenus aussi un pilier pour elles lorsqu'elles entreprennent dans la tech ici. Et donc, c'est tout naturellement pour nous que cet événement fait sens, non seulement parce qu'avec notre ambition, nous avons évolué vers African in Tech, qui est l'idée de avoir des clubs partout dans les pays francophones et dans tous ces pays-là, donc et à Abidjan, à Lomé et à Dakar où nous sommes maintenant. Nous avons des femmes de la diaspora, nous avons des femmes des pays où les clubs sont représentés, qui ont le même objectif et grâce à la technologie, on arrive à briser toutes ces frontières. Donc je laisse la parole à Anna. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cet événement de qualité. Moi, c'est Anna Koulibaly, vice-présidente de Abidjanese InTech. Et c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir participé à l'organisation de cet événement-là autour du terme diaspora, mobilité et retour. Un thème qui résonne particulièrement avec notre mission au sein d'Abidjanese InTech. Je pense que Andrea l'a assez bien dit, car pour nous, il est important de construire un pont entre les femmes, la technologie, l'innovation, tout en favorisant leur autonomisation et leur contribution à l'essor de la Côte d'Ivoire. La diaspora africaine à travers le monde est un vivier de talents, on le sait tous, d'idées et de ressources. Elle incarne aussi un potentiel inestimable pour le développement de notre écosystème. Mais pour que ce potentiel puisse se réaliser, il faut que nous puissions encourager une certaine dynamique et de mobilité fluide et de retour constructif, où chaque expérience acquise à l'étranger devient un levier pour impulser le changement local. Au sein d'Abidjanese InTech, nous croyons que la technologie et l'innovation sont des catalyseurs pour répondre aux défis de notre époque. Et c'est là que le rôle de la diaspora devient vraiment crucial. Que vous soyez des acteurs de la fintech, des ingénieurs, des créatifs, vous êtes porteurs d'un savoir-faire qui peut transformer nos défis en opportunités. Mais pour y parvenir, il faut travailler ensemble en créant des synergies entre ceux qui bâtissent sur le terrain et ceux qui, de l'extérieur, souhaitent redonner à leur terre d'origine. C'est précisément cette vision qui anime nos actions au quotidien au sein d'Abidjanese InTech. Faire de la collaboration entre les talents locaux et la diaspora une force motrice pour construire une Afrique plus inclusive, plus innovante et résolument tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité unique de conjuguer nos forces, nos idées, d'échanger nos idées et d'imaginer ensemble un avenir où mobilité et retour deviennent des moteurs de croissance et de transformation durable. Donc, j'espère en tout cas que cet après-midi, on pourra faciliter des échanges de qualité et de là, on pourra en ressortir avec des idées de collaboration et d'amélioration de notre écosystème. Donc, merci. Vous connaissez maintenant Abidjanese InTech. N'hésitez pas, nous sommes des experts en technologie, bien présentes dans l'écosystème tech ivoirien pour accompagner l'écosystème. Merci à tous. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour les fondatrices de Abidjanese InTech. Sans plus tarder, dans cette plénière, nous allons commencer par un panel sur la diaspora. La diaspora, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Alors, le premier panel va le déconstruire pour nous. Je vais commencer par appeler, si vous le voulez bien, et je vous demanderai de chaleureusement l'accueillir, Madame Orphélie Talmas, experte en communication. Merci. Alors, je monte rapidement. Voilà. Ça va être très informel. On va beaucoup discuter. On veut créer un environnement d'échange pour avoir des solutions constructives, comme tout à l'heure, Abidjanese InTech nous l'a expliqué. Je suis Orphélie Talmas, comme elle l'a dit, et j'ai le plaisir de modérer cet échange. On va parler de diaspora, de mobilité et de retour. Et pour cela, nous allons accueillir 3 intervenants de qualité
qui touche différents secteurs. On a des universitaires, on a des artistes, journalistes, écrivains, on a des autorités de notre administration publique ivoirienne. Je vais appeler ici Madame Maboula Soumaoro sous vos acclamations, s'il vous plaît. À sa suite, nous avons... Bon, alors, je dis Elgas, c'est son nom d'artiste, c'est son nom de créateur, mais c'est aussi Dr El Hadj Gassama, c'est bien ça? Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Et enfin, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous le consul général de Côte d'Ivoire à Paris, Monsieur Isiaka Konaté, toujours sous vos acclamations. Déjà, il faut qu'on se situe dans un certain contexte. Diaspora, mobilité et retour en Côte d'Ivoire, mythe, perception et réalité. Ce panel, il est l'occasion de questionner les perceptions largement répandues autour de la diaspora ivoirienne, questionner sa mobilité, son retour au pays, mais également sa place ou sa part de responsabilité dans le développement de sa communauté. On a ici nos 3 intervenants qui vont mener une réflexion critique sur les implications sociales, économiques, identitaires aussi et politiques de cette diaspora. Alors, on va parler de la diaspora ivoirienne spécifiquement, mais de façon générale, on pourra s'ouvrir à toute l'Afrique. Je vais tout de suite me tourner vers nos intervenants, nos panélistes. Maboula, c'est quoi la diaspora pour toi? Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Peut-être avant de répondre à cette question, il faudrait peut-être préciser le niveau, on va dire, adopté pour parler de ce terme. Donc, le terme diaspora est de plus en plus utilisé, galvaudé. Moi, je parle je pars d'une dimension universitaire, scientifique dans les sciences humaines. Quand on parle de diaspora, on parle de déplacement, de dispersion, d'éparpillement d'une communauté en particulier qui partirait d'un point A et qui s'établirait dans plusieurs points. C'est-à-dire que quand on parle de diaspora, l'éparpillement se fait au moins dans 2 destinations différentes. Après, ça peut être 3, après, ça peut être 1000. Et ce qui compte aussi pour la caractérisation de la diaspora, c'est que le départ n'est pas un choix. Le départ est forcé. Le départ fait suite à un conflit, une catastrophe naturelle, en tout cas quelque chose qui pousse cette communauté à quitter son lieu d'origine et à se retrouver un peu démembrée, éparpillée dans plusieurs endroits du monde. Et la diaspora implique aussi donc le maintien de liens culturels ou même de la communication, c'est-à-dire sur la base de la conscience de l'éparpillement. C'est-à-dire que si on est parti d'un point A et qu'on se retrouve dans des points B, C ou D, les points B, C et D sont en connexion, sont en conversation et savent les uns les autres, les unes les autres, l'existence d'une autre partie de cette communauté. Et ce qui relie toutes ces communautés éparpillées, c'est aussi l'espoir d'un retour vers le lieu d'origine qui souvent est mythifié, qui souvent devient idéalisé, devient fantasmé parce qu'il a été perdu et qu'il a été perdu dans des conditions difficiles. Donc, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue universitaire, voilà la façon dont on définit ce concept de diaspora qui, à mes yeux, et c'est ça le rapport avec la première remarque que j'ai faite, qui, à mes yeux, n'est pas à être confondu avec le terme migration. La diaspora est un mouvement qui s'étend dans le temps. Et les vagues migratoires ne sont que des moments précis dans ce moment plus large et plus long de la diaspora. Donc, quand on parle de cette diaspora, aujourd'hui, on parle de la diaspora ivoirienne, il faut savoir ce dont on parle précisément, parce que ça peut tout simplement être une question, en vérité, de migration, qui est différente et qui est à distinguer de la diaspora. Merci Maboula. Je précise qu'elle est maître de conférence spécialiste de la diaspora africaine. Vous comprenez sa réponse. Elgas. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ici à Abidjan.
à la définition très scientifique et universitaire de Maboula, j'aimerais apporter une souplesse peut-être un peu plus littéraire, voire philosophique. Et je vais emprunter cette belle phrase de Salman Rushdie qui dit « L'homme n'a pas de racines, il a des pieds ». Et donc, on peut en déduire que son destin, c'est un peu le déplacement. Et l'idée de déplacement est originelle, l'idée de dispersion est originelle. Et à ceci près que la violence symbolique qui fait la condition de la diaspora, la violence symbolique du départ, c'est-à-dire la question de la contrainte, d'une certaine manière, c'est là où j'aimerais apporter une certaine forme de souplesse parce que les diasporas ont évolué. C'est-à-dire, les communautés diasporiques se sont agrandies, intégrant dans leur flux et dans leur spectre peut-être large une dimension qui est une dimension aussi du choix. Maintenant, ceux qui partent ne peuvent pas être exclus des communautés de la diaspora. Donc, la définition, pour qu'elle ne soit pas trop carcérale, pour qu'elle n'emprisonne pas un espace restreint, il faudrait l'envisager dans une dimension agrandie. Et cette dimension agrandie, elle chemine finalement avec quelque chose d'assez simple, c'est tout à fait l'histoire. C'est-à-dire ceux qui étaient contraints de partir, si dans la symbolique la plus classique et hélas la plus douloureuse, on recourt au schéma analytique de l'esclavage, on ne peut pas tout à fait dire qu'aujourd'hui, les étudiants ivoiriens, par exemple, qui partent, soient dans la même logique. Mais pourtant, dans l'éparpillement général de ces points A, B, C, D, ils construisent une forme de communauté. Et donc, ces communautés se bâtissent aussi sur d'autres types de trajectoires. Et il me semble très, très important de revenir sur cette question. Alors, je précise d'emblée que je ne suis pas un spécialiste de la diaspora ivoirienne. J'ai poussé parfois le vice jusqu'à étudier la diaspora africaine, mais mon terrain premier, c'est la diaspora sénégalaise. Et je pense qu'au gré de la discussion, on pourra voir l'évolution justement historique du profil démographique africain qui a des similitudes et des points communs avec des singularités qui sont propres à chaque pays. Je pense que les Sénégalais qui sont une diaspora très, très importante, parce que c'est un peuple de voyageurs, un peuple aventurier où justement le déplacement est quelque chose d'encouragé et parfaitement différent d'autres pays. Par exemple, si on prend juste nos voisins immédiats, nous, Gambien par exemple, qui est une enclave à l'intérieur du Sénégal, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, les conditions de départ sont aussi à évaluer en fonction des contextes politiques, géopolitiques, historiques et aussi justement les rapports avec les destinations. Il me semble qu'au gré de la discussion, on aura l'occasion justement de mettre un peu plus les pieds dans le plat et d'explorer ces concepts qui sont parfois, comme elle l'a dit, dévoyés ou galvaudés. Merci, Ega. Monsieur le consul, là, j'ai plus envie que vous nous dressiez un tableau de la diaspora ivoirienne. En termes de démographie, qu'est-ce qu'elle représente? En termes peut-être de flux financiers, si vous avez quelques données, qu'est-ce qu'elle représente? Merci beaucoup de l'opportunité que vous offrez. À leur suite, dans les différentes définitions, je vais commencer par là, qu'ils viennent de donner, s'établit justement la complexité de la question de la diaspora. Notre difficulté à nous accorder sur une définition commune, bien que les bases soient égales à un certain niveau, démontre que la notion de la diaspora reste assez complexe. Qui fait partie finalement de la diaspora? Qui n'en fait pas partie? C'est une excellente question. Revenant à la diaspora ivoirienne de façon spécifique, nous, en France, dans les fichiers consulaires, on a 40 055 Ivoiriens à Paris. On en a 2187 dans la circonscription consulaire de Lyon, ce qui en donne un pourcentage qui est quand même moins de 45 000 Ivoiriens officiellement dans les fichiers consulaires. Même si au niveau de l'OCDE, ils estiment qu'ils sont autour de 147 000 personnes. Donc, il y a encore une grande différence à pouvoir immatriculer. Alors, la diaspora ivoirienne, c'est une contribution au PIB national qui a fluctué au fil des années, mais qui généralement s'établit autour de 1,4-1,5% du PIB. Mais de façon générale, les diasporas, si on prend le terme large des diasporas, ne pas aller à la fois la définition tout à fait scientifique ou celle littéraire, beaucoup plus ouverte des précédents intervenants, on voit que au niveau de cette diaspora ivoirienne, normalement, les diasporas contribuent de façon générale, dans tout ce que j'ai pu lire,
autour de 4% minimum des PIB nationaux. En Côte d'Ivoire, la contribution de la diaspora, elle est en ce moment, je crois bien, en deçà de 1,5% du PIB. Donc, quand même, c'est une contribution qui n'est pas négligeable, mais qui est améliorée. Et puis, ce qui me fait dire ensuite, qui me fait penser à quelque chose, c'est que dans les 2 ans et demi que j'ai passé à Paris, je me rends compte que le profond attachement au flux financier, c'est-à-dire envoyer constamment de l'argent en Afrique, n'est pas forcément retrouvé dans des profils particuliers des diasporas. On ne retrouve pas ça de façon assez précise chez les étudiants. On voit ça chez ceux qui, entre guillemets, disent être allés se chercher. Ils ont ce rapport systématique à envoyer de l'argent aux familles en Afrique. Donc, moi, voilà quelques éléments que je pourrais dire sur la diaspora ivoirienne. On a aussi une excellente étude qui vient d'être réalisée avec la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, d'ailleurs, dont le directeur général est là, qui parle de profilage de la diaspora ivoirienne, qui montre les spécificités de la diaspora ivoirienne. Donc, c'est assez important. Moi, pour ma part, je suis très tolérant sur la définition de la diaspora. Si je m'en vais leur dire aujourd'hui que c'est seulement ceux qui ont été pourchassés, bon, je pense qu'ils vont avoir une autre compréhension, ou bien qui ont été obligés de partir de la question de la diaspora. Mais je vais plus loin. L'Union africaine estime que ceux qui constituent la diaspora sont ceux qui ne sont pas sur le continent africain. Ils estiment que l'Afrique est un grand bloc et on ne peut pas s'appeler diaspora quand on est à l'intérieur du continent africain. L'Union africaine estime que la diaspora doit résider en dehors du continent africain parce qu'elle est sortie de ce qu'on appelle le grand bloc, en fait, le grand bloc de l'Afrique. Donc, on peut continuer dans les définitions et je me rends compte que les définitions vont nous créer énormément de conflits dans la compréhension et de la complexité de la question de la diaspora. Voilà la petite introduction que je voudrais faire. Je pense que là où on s'accorde, c'est le fait qu'on quitte son pays pour être dans un autre pays. Au moins, on s'accorde sur ce point-là. C'est déjà pas mal. Elgas, tout à l'heure, monsieur le consul a parlé d'argent qu'on envoie aux familles. Ça, voilà. C'est un sujet très intéressant. Comment on se représente la diaspora? On va dire les benguistes. Comment on se les représente, vu qu'on parle de la France, disons les termes. Comment on se les représente ici et là-bas quand on les apprécie, Elgas? Oui, j'ai eu une série de sourires intérieurs quand mon voisin parlait, parce que pendant 5 ans, moi, j'ai fait une thèse de sociologie avec des accents un peu anthropologiques sur la question de la dette de manière générale. Est-ce qu'on doit quelque chose à son pays? Est-ce qu'on doit quelque chose à sa famille? Est-ce qu'on doit quelque chose à son conjoint, à son amoureux ou pas? Est-ce qu'on doit quelque chose à son continent de manière générale? Et donc, c'est pourquoi j'ai fait une thèse dont le titre, c'est la dette originelle. Et à l'intérieur, j'analyse les flux financiers, la diaspora sénégalaise envers le Sénégal. Vu que tous les rapaces et tous les appétits capitalistes aujourd'hui essayer de trouver des flux financiers sur le continent qui sont pérennes et qui peuvent être des instruments de développement, il y a l'aspect forcément économique ou, comme dirait ma chapelle sociologique, économiciste qui domine. Les banques veulent savoir, oui, alors le duopole, le MoneyGram, Western Union est éclaté. Maintenant, les banques essaient de faire des virements. On mesure aussi les transferts informels, ainsi de suite, mais toujours dans une seule optique. Cette optique, c'est de comprendre comment ça peut impacter le PIB, comme vous l'avez dit, comment ça peut impacter le développement, ainsi de suite. Et très peu de gens, finalement, ont interrogé l'aspect anthropologique de la question. C'est-à-dire, pourquoi on se sent obligé d'envoyer chaque mois, parce que c'est la périodicité qui s'établit comme référence, de l'argent à sa famille. Pourquoi? Eh ben, moi, pendant 5 ans, j'ai fait le téméraire. J'ai confessé pas mal d'immigrés sénégalais, une centaine de tous les profils, avec les variables de genre, les variables de classe sociale, les variables de statut entre les étudiants et le donateur type qui est le travailleur. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une certaine forme de refus total, quelle que soit la catégorie à laquelle on appartient, du mot dette. C'est un mot repoussoir. On n'estime pas avoir une dette vis-à-vis de sa famille. Mais tout de suite, le champ lexical qui va émerger reconstituer ce qui est, mine de rien, une dette. On va dire, oui, mais on donne parce que c'est de la redevabilité. On donne parce qu'on doit le faire. On donne parce que, de toute manière, c'est attendu. On donne parce que c'est culturel. On donne parce que l'immigration nous donne une certaine forme de capacité économique. Et dans même la propre valorisation de soi, cet investissement nous propulse au sommet, justement, d'une certaine forme de hiérarchie sociale.
Ce que la naissance ne nous donne pas en termes de privilèges, le don, d'une certaine manière, peut le réparer. Et donc, au Sénégal, la diaspora étant plus grande, les dons des immigrés dans un flux macroéconomique, c'est 13% du PIB. Oh. Il s'est produit quelque chose d'absolument formidable en 25-30 ans. C'est-à-dire les flux, et ça, c'est valable dans beaucoup de pays. J'ai pas les données ivoiriennes, mais je parle sous votre contrôle. Les transferts d'argent ont dépassé les aides publiques au développement. Les APD, comme on les appelle. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de membres de l'AFD ici, parce que je crois qu'on ne dit plus AFD, on ne dit plus aide publique au développement, on dit maintenant investissement durable et solidaire. Et on dépassé aussi les IDE, les investissements directs à l'étranger. Donc, le premier flux de capital qui rentre aujourd'hui sur le continent, c'est l'argent des immigrés. Et tout de suite, ça suscite tous les appétits. Au Sénégal, on a un fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, ainsi de suite. Et les mobilisations sont en train d'ailleurs, de façon très réticulaire, de se mettre en place. Comment on va utiliser cet argent? Sauf que, très mauvaise nouvelle, cet argent, c'est des petites coupures individuelles qui rentrent dans des logiques intrafamiliales. Avec tout le vœu macroéconomique que l'on veut, quelqu'un qui envoie 100 € pour la dépense quotidienne pour sa famille, il ne peut pas être l'instrument d'une politique de développement à grande échelle. Et donc, de toute manière, il faut reconsidérer cet argent pour ce qu'il est, une digue parfois pour arrêter l'avancée de la pauvreté, mais nullement la panacée pour justement propulser l'Afrique. Et donc, c'est pourquoi tous les fantasmes qui sont attachés sur l'argent de la diaspora qui va venir transformer de façon substantielle nos économies sont des mythes néolibéraux et des mythes capitalistes auxquels parfois, par faiblesse, on souscrit parce que c'est une forme de paresse dans la pensée. Et donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de comprendre dans ma tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que on essaie quand on donne de l'argent de faire. Et ça nous amène très, très loin à la structuration de la famille. Qu'est-ce qui est attendu des enfants? Qu'est-ce que les enfants pensent de leurs parents? Est-ce qu'il y a une dette de naître, par exemple? Ainsi de suite. Est-ce que l'enfant a vocation à être redevable de sa famille pendant très, très longtemps? Ainsi de suite. Et sur ces sujets qui touchent à l'identité, à l'économie, à la philosophie, à la culture et à l'histoire, je pense qu'il y a parfois des niches qui sont l'objet de malaise et de non-dits. Mais je pense que voilà, c'est l'intérêt d'un travail sociologique et anthropologique de planter parfois, comme dirait Albert Londres, la plume dans la plaie. C'est tout un monde. On en ferait presque un panel spécial. Oui. Ça donne Oui. des idées. Merci, Elga. On parle de France et de Côte d'Ivoire, Maboula. Toi qui es spécialiste de la diaspora africaine et qui t'es intéressé à des questions post-coloniales, comment est-ce que le lien historique entre la Côte d'Ivoire et la France influe sur sa diaspora? Alors, c'est une question intéressante et qui peut-être va me permettre de faire un lien avec ce que vous venez de dire, Monsieur le Consul, quand vous parlez de la 6e région de l'organisation africaine, qui est la région, qui s'occupe de la diaspora. Peut-être qu'il faudrait également rappeler que cette 6e région n'existait pas lors de l'établissement de ce qu'on appelait à l'époque l'Union africaine et lors du premier congrès de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Il y avait que 5 régions. Alors, et cette 6e région, elle date de 2003, c'est-à-dire 21 ans. Et elle date de 2003 précisément parce que c'est la diaspora qui s'est mobilisée pour rappeler au continent africain qu'elle existait, qu'il y avait ce qu'on appelle des afro-descendants, des personnes d'origine africaine proches ou lointaines qui étaient établies depuis très longtemps, depuis des siècles notamment, si on pense aux Amériques. Donc, on voit très bien que ces questions de définition qui peuvent évidemment nous entraver, qui peuvent empêcher, qui sont complexes, elles sont quand même nécessaires puisque ce sont ces questions qui peuvent être épineuses et difficiles qui, parfois, parviennent à changer même les institutions. Et là, on parle d'une institution africaine et panafricaine littéralement. Donc ça, c'était le premier point. Quand on parle donc de cette relation particulière qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle de la France et de la Côte d'Ivoire, ou de la Côte d'Ivoire et la France, dans n'importe lequel des deux sens, évidemment que le contexte historique et que le contexte colonial comptent. Et je pense qu'il compte notamment dans nos imaginaires et aussi, également dans le lexique
que nous employons. Donc, je vais revenir sur ce concept même de diaspora, en faisant remarquer que moi, je parle de vague migratoire, je parle de migration. Et étant franco-ivoirienne, d'ailleurs, j'aurais quelques mots à dire à Monsieur le Consul après la rencontre. Donc, franco-ivoirienne, c'est-à-dire que je ne suis pas née en Côte d'Ivoire, que je n'ai jamais vécu en Côte d'Ivoire, mais que je suis enfant d'immigrés qui sont venus s'installer en France hexagonale, ce qui me place dans une catégorie particulière. J'ai les deux nationalités. Je suis née ivoirienne, je suis devenue jeune française, et je suis devenue française parce qu'on appelle, la France appelle ça par réintégration. C'est-à-dire que j'ai eu droit à la nationalité française précisément parce que mes parents étaient nés en Côte d'Ivoire au moment où la Côte d'Ivoire était une colonie française. Donc, je détaille cette histoire pour montrer les liens historiques qui ont des conséquences juridiques aujourd'hui encore. Donc, étant née en France, ayant grandi en France et étant la fille d'immigrés ivoiriens nés avant 1960, j'ai pu devenir française. Mais à l'origine, j'étais née d'Ivoirien, même à l'étranger, et donc j'étais née ivoirienne. Donc le lien entre la France et la Côte d'Ivoire est un lien historique, est un lien colonial. Et ça, le fil de ma pensée était que je voulais tirer, c'était dire quand on pense à la France exclusivement et qu'on pense aux vagues migratoires françaises, on parle des Français de l'étranger, que ce soit au niveau du vote, que ce soit au niveau, je sais pas moi, social, culturel, politique. On parle des Français à l'étranger. On ne parle pas des Français de la diaspora française dans le monde. Donc, j'attire l'attention de tous et de toutes sur cet usage de qui, on va dire, quelle nationalité ou quel peuple se retrouve en situation de diaspora. À qui on va penser quand on parle de diaspora et à qui on ne pense pas lorsque l'on veut appliquer, utiliser, instrumentaliser cette notion de diaspora. Donc, pour moi, l'histoire est importante et j'ai peut-être un point que j'aurais dû évoquer lors de ma première prise de parole, toujours d'un point de vue peut-être étriqué, strict, universitaire et entravant. Les diasporas n'existent et ne perdurent que parce que il y a pour elles une impossibilité d'intégration dans ce qu'on appelle les sociétés d'accueil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un mouvement de départ, pour que la diaspora perdure et elle perdure dans le temps, c'est qu'il y a un problème dans le nouvel endroit au sein duquel ces communautés vont vont s'établir et vont se reproduire. Donc, si on utilise ce terme, j'ai l'impression qu'il faut aller jusqu'au bout. Et si on tient à utiliser ce terme, il va falloir aussi peut-être explorer, interroger la situation pour les Ivoiriens d'origine ou pour les Africains en général, parce que la diaspora met aussi au défi le modèle de l'État-nation. Avec la diaspora, on n'est pas dans la nation, on est dans l'internationalisme, dans le transnationalisme. La question de l'ivoirité, est-ce qu'on dit la sénégalité, je sais pas, Elgas. On peut inventer. On peut l'inventer, inventons-le aujourd'hui à Abidjan. Enfin, tous ces termes-là n'ont pas de sens quand on parle de la diaspora. On est juste quelqu'un d'une communauté qui a des liens transnationaux avec les autres membres de sa communauté qui sont dispersés à travers le monde. Donc, voilà, ça répond peut-être, Orphélie, à ta question sur la relation. Ça va même plus loin. Oh, ça va plus, désolé. Non, c'est bien, en fait. Sur la relation, en tout cas, entre la Côte d'Ivoire et la France. Et s'il existe une diaspora ivoirienne en France, il existe des problèmes d'intégration de ces personnes d'origine ivoirienne, proches ou lointaines, en France. Et donc ça, il faudra en parler. On va poursuivre avec toi. On va poursuivre avec toi, Maboula, au moment où tu parlais de retour chez soi. Oui. Et déjà, est-ce que le chez soi, il est, je sais pas si j'utilise le bon terme, est-ce qu'il est inné? J'entends que toi, je viens juste d'apprendre que tu n'es pas né en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Tu n'es pas né en Côte d'Ivoire et tu as un autre chez toi finalement. Donc,
le retour chez soi, on parle de retour. Quand on parle de retour, ça veut dire qu'on retourne dans un endroit qui nous appartient, d'où on vient. Donc, ce chez soi, là, comment on le définit finalement pour quelqu'un dans ta posture? Alors là, Orphélie, c'est vraiment une question très, on va aller encore plus loin dans la philosophie et dans l'abstraction peut-être, mais c'est une question très importante et c'est une question qui renvoie à la complexité qui a déjà été évoquée par mes deux voisins liée à cette notion de diaspora. Avec la question, c'est celui de départ. La question de départ et la question du départ. Une fois qu'on part, est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on revient? Et si on parvient à revenir, dans quelles conditions pouvons-nous revenir? À quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé du lieu de départ et qu'est-ce qui a changé de nous-mêmes et de nos expériences? Il y a la question individuelle et évidemment, il y a la question collective. Quel est ce chez soi? Quel est ce lieu d'origine? Donc, dans mon cas, puisque tu m'as posé la question personnellement, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que la Côte d'Ivoire m'appartient du fait de mon ascendance, puisqu'elle appartient à mes parents automatiquement par le sang, par la filiation, elle reste mienne. J'ai un passeport ivoirien renouvelé, j'espère qu'il sera renouvelé. Un clin d'œil. Mais ça fait 22 ans que je l'ai pas renouvelé. Donc est-ce que cette nationalité va être comment dire, qui est régie par la loi, qui est régie par le droit? Voilà, est-ce qu'elle survit aux années? Est-ce qu'elle survit à la non-résidence à la Côte d'Ivoire? Et ensuite, il y a encore une fois des moments différents. Mon parcours n'est pas celui d'une migration. Si j'effectuais une migration, c'est si je revenais. Est-ce que c'est un retour? Est-ce qu'on retourne à un endroit où on n'a jamais été? Donc, si je décide, pour des raisons qui me sont propres, qui sont personnelles, qui peuvent être historiques, qui peuvent même être politiques, je décide de maintenir cette connexion avec la Côte d'Ivoire. Quel droit ai-je face à cette Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont à dire de ma peut-être légitimité ou illégitimité en tant que Ivoirienne d'origine née à l'étranger? Est-ce que la Côte d'Ivoire m'appartient? Est-ce que la Côte d'Ivoire ne m'appartient pas? Est-ce que la Côte d'Ivoire m'accepte? Est-ce qu'elle ne m'accepte pas? Qu'est-ce que la France a à dire dans toutes ces questions? Et qu'est-ce que j'ai individuellement à dire à ce sujet? Et est-ce que mon point de vue ou mes opinions ou mes désirs personnels ont voix au chapitre? Est-ce qu'ils comptent au final? Ou est-ce qu'il s'agit d'histoire? Est-ce qu'il s'agit de droit? Est-ce qu'il s'agit d'imaginaire et de fantasme? Donc, quel est ce chez soi? Ça dépend. Pour des personnes comme l'immigration ivoirienne, on va dire post-coloniale, des personnes qui ont quitté la Côte d'Ivoire sont venues s'installer en France. Ces personnes ce sont elles-mêmes qui ont effectué ce déplacement. Et le retour, il peut être assez simple une fois qu'on règle les questions économiques, les questions personnelles. On est né quelque part, on veut revenir à cet endroit. Ça, c'est le cas le plus simple. Si on prend mon cas, moi, je suis à une génération de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct. Ce sont mes parents. Si on prend cette diaspora qui est ma spécialité universitaire, celle des Amériques, et qui a été tout à l'heure mentionnée par Elgas, là, on parle de personnes qui sont parties à partir du XVIe siècle et pas de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire n'existait pas en tant qu'État-nation. D'accord? Donc, ces personnes qui sont parties à partir du XVIe siècle dans le cadre de la traite négrière transatlantique, encore une fois, quel est leur droit sur ces nations, ces États-nations africains qui ont été créés à partir de, on va dire, la fin du 19e siècle et début du 20e siècle et qui n'existaient pas au moment du départ. Et c'est ces mêmes personnes qui vont notamment faire pression sur comment dire, l'organisation de l'Afrique unie pour créer cette catégorie diaspora, cette 6e région du continent. Donc en fait, j'ajoute encore une fois peut-être des niveaux de difficulté, mais des niveaux de complexité qui, à mes yeux, doivent être pris en compte si on veut traiter sérieusement de cette question. De qui on parle, à quel moment on parle, à quel moment de l'histoire parle-t-on. Et c'est cela qui va déterminer peut-être les réponses et les actions concrètes qui vont être mises en place. Mais c'est pas une question simple.
C'est vrai. Elgas, est-ce que tu as quelque chose à dire de chez soi? Peut-être qu'il est culturel aussi. Je te propose un marché, ma chère Maboula. J'allais dire Elgas. Moi, personnellement, je dis que la Côte d'Ivoire est à moi aussi. C'est moi qui décide. C'est unilatéral et complètement tyrannique. Bon, moi, j'ai pas le droit de regard sur ça, vu que je suis sénégalais. Non, mais sur la question de la définition, sur les deux aspects, c'est pas tellement que la définition. Moi, j'étais emporté par mon élan littéraire. On en fait toujours des caisses. Mais, je partage avec toi aussi la même formation scientifique. Donc, il nous faut des cadres. Et je vais recourir à l'exemple de la diaspora juive, qui a été une diaspora importante dans l'histoire, qui d'ailleurs, dans beaucoup de manuels sur la diaspora, est très, très mise en avant. Il y a un livre de Stéphane Dufoy qui s'appelle Diaspora, aux éditions Que sais-je, qui est un précis assez complet sur la question de la diaspora. Et sur ce que tu disais, sur l'impossibilité d'être absorbé par les terres d'accueil, de s'intégrer, ou pour utiliser un terme plus barbare, s'assimiler, la diaspora juive a pu s'intégrer dans beaucoup de sociétés, au prix parfois de quelques accommodements avec son identité originelle, mais c'est quelque chose qui a parfaitement existé. Mais par contre, moi, je vais beaucoup plus loin que toi, et là où je te rejoins totalement, c'est que je pense que tout départ de chez soi est une forme de violence symbolique. Cette violence symbolique, elle est contrainte par l'histoire, par l'arrachement, par la douleur, par la violence, ou même, moi, je suis étudiant sénégalais. Je viens d'une famille qui est une famille plutôt de la classe moyenne supérieure sénégalaise. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en France. On peut dire que c'est un choix. Mais c'est pas tellement un choix. C'est-à-dire, il y a tout un processus, à la fois de mirage et d'aliénation mentale, où pour moi, la réalisation de ses rêves, de son ambition, de toute puissance, de grandeur, de gloire, cheminait obligatoirement avec un voyage en Occident. Bien sûr. Et cet imaginaire est resté. Et donc, qu'on le veuille ou non, c'est pas un choix, d'une certaine manière. C'est pas un choix rationnel. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui quand on regarde le profil des départs. Qui part, finalement, dans les flux migratoires? C'est les gens qui sont capables de partir. Il faut avoir un capital intellectuel pour les études. Il faut avoir un capital économique pour pouvoir se payer. Même ceux qui prennent les frêles esquifs, qui risquent leur vie en Méditerranée, c'est des gens qui ont réussi à mobiliser des sommes pour donner à des passeurs pour pouvoir y aller. Donc, bon an, mal an, l'immigration est une affaire de classe supérieure, avec des nuances, avec des singularités, avec une différente teinte, mais au fondement de cet ensemble très éclaté, très hétéroclite, il y a la violence symbolique. On va chercher dans un autre pays ce qu'on n'a pas forcément chez soi. Et ça, philosophiquement, je suis totalement d'accord avec toi, ça conforte ta définition de la diaspora comme l'idée d'une forme de violence originelle à des échelles parfaitement éclatées et tout à fait différentes. Maintenant, pour répondre à la question d'Orphélie. Enfin. Oui. Mais moi, je pourrais répondre à ce que la définition de la diaspora nous passionne tous. Et je suis sûre qu'on a encore des choses très intéressantes à dire. Je t'écoute sur Alors, la pour question. moi, la question, elle se pose pas tellement. Moi, je suis sénégalais. J'ai vécu au Sénégal. Je suis né au Sénégal. J'ai grandi au Sénégal. J'ai eu mon bac au Sénégal. Et ensuite, je suis parti faire mes études en France. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu de conflit d'identité. J'ai toujours été un Sénégalais. J'ai été naturalisé français beaucoup plus tard, parce que maintenant, j'ai vécu autant de temps en France qu'au Sénégal. Je suis arrivé en France, j'avais 17 ans, maintenant j'en ai 36. Donc finalement, j'ai vécu plus de temps en France qu'au Sénégal. Donc je ne suis pas dans une démarche de conflit d'identité, mais sans être dupe d'une chose. Ma situation n'est pas forcément la situation de Maboula, qui est né justement à Paris, et j'ai pu d'ailleurs le percevoir. Ce malaise, on l'appelle comme on veut, j'utilise un terme générique, ce malaise identitaire, cette quête, cet écartèlement, il se pose différemment. Pour nous, les immigrés, même une fois naturalisés, d'ailleurs, le problème se pose avec une autre ampleur, c'est-à-dire on est confronté à des questions de racisme. Et de toute manière, il y a une forme de racine, si on utilise un terme que j'aime pas, mais qui est aussi utilitaire, il y a une forme de condition raciale, la condition noire, qui fait que ce qui peut être reproché à Maboula va m'être reproché, peu importe d'ailleurs qu'on ait les mêmes trajectoires, les mêmes classes sociales, ainsi de suite. Donc il y a cette forme de violence-là qu'il faut pouvoir affronter. Et c'est-à-dire ça crée des liens qui sont parfois très très serrés, justement d'une communauté qui est fondée par sa condition,
pas forcément justement les élans personnels qui peuvent la composer. Et donc, pour autant, si j'ai plus ou moins réglé à moindre échelle mes problèmes identitaires, en tout cas pour l'immédiat, je veux dire, je comprends parfaitement que pour d'autres, ça se pose avec beaucoup plus de gravité et beaucoup plus justement d'urgence. Et moi, je suis très heureux de venir en Côte d'Ivoire. Je me sens aussi un tout petit peu ivoirien. Et si jamais dans votre générosité, vous voulez me donner un passeport ivoirien, je le prends volontiers. Moi, avec vous, j'aimerais avoir peut-être des éléments plus concrets. Vous avez donné un chiffre, un peu moins de 45 000 Ivoiriens qui se trouvent en France. Est-ce que vous avez un peu les données des raisons pour lesquelles partent la plupart du temps? Lorsqu'on regarde de façon générale, on va encore dire, j'utilise le terme générique, mais nous, de toute façon, nous, on parle d'Ivoiriens de l'extérieur. Donc, c'est aussi important à retenir. Nous, on parle des Ivoiriens de l'extérieur. Lorsqu'on regarde les Ivoiriens de l'extérieur, il y a plusieurs profils. Hein. Il y a ceux qui étaient partis à l'époque pour étudier. Hein. Il y a ces personnes qui sont restées, qui ont créé ensuite d'autres générations de personnes plus ou moins attachées à la Côte d'Ivoire, qui sont encore là. Mais depuis un certain moment, ce que l'Europe appelle la vague migratoire, qui n'est pas vraiment une vague migratoire, parce que c'est à mettre en perspective par rapport au nombre de personnes qui partent en Europe, c'est pas, les Africains ne partent pas essentiellement ne quittent pas essentiellement le continent africain. Hein. Tout le monde le sait, 80% des migrations sont faites de façon régulière. Il y a à peine 20% des migrations qui ne sont pas régulières. Dans cela, l'Afrique n'est pas en première position des migrations vers l'Europe. Non, c'est pas les Africains qui sont les plus nombreux dans ce genre de voyage. Mais ce que nous, on a constaté aussi, c'est que pour ce que l'Europe appelle les vagues migratoires, ce n'est plus des profils de personnes qui ont des niveaux intellectuels assez avancés. Ce n'est plus cela que nous avons, malheureusement. À l'époque, on avait des profils des minimum à l'époque, on avait des personnes qui avaient le minimum, la licence lorsqu'elles voyageaient. Aujourd'hui, on n'a pas cela. On a des personnes de tous les profils. Et puis, dans ce que moi, je vois aujourd'hui, dans les demandes qu'on voit, c'est quand même des personnes qui sont des niveaux intellectuels beaucoup plus bas que par le passé. Donc, c'est pas les mêmes vagues migratoires. Donc, elles n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes attachements, n'ont pas les mêmes réactions par rapport à la France. Mais il y a une idée qui est centrale, qui demeure. Et cette idée, je vais lancer quelques pics. Hein. Cette idée, elle persiste. Hein. Les gens ont l'intime conviction qu'en allant vers l'Europe, ils vont résoudre une partie de leurs problèmes. Et c'est assez bizarre, hein, parce que ça les met dans une position où, à chaque fois qu'ils sont en Europe, c'est comme s'ils ont développé, pour beaucoup d'entre eux, hein, je le dis, un sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qui sont sur le continent africain. Et moi, je le vois, j'assume, hein, moi, je le vois à travers les demandes. Hein, si quelqu'un vous demande un visa qui est d'origine africaine ou est d'origine ivoirienne, il a besoin d'un certificat d'hébergement. C'est pas moi qui le dis, c'est le décret qui fixe les conditions d'entrée en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien de cette origine est offusqué qu'on veuille lui demander le certificat de nationalité parce qu'il estime qu'on doit aller regarder dans son document, voir qu'il est né à Trècheville et en déduire automatiquement qu'il n'a pas besoin de certificat d'hébergement. C'est dans un monde idéal, on pourrait faire ça, mais nous, on parle de textes. C'est des textes. La loi est très claire là-dessus. Voilà les différents documents qu'il faut avoir. Et dans énormément des cas, j'ai énormément de difficultés de compréhension avec beaucoup de personnes de notre communauté qui estiment que c'est un abus que de leur demander, par exemple, un certificat d'hébergement. Je pense qu'il y en a qui sont dans la salle et se le connaîtront. Moi, ce que je vais dire surtout sur ces différentes questions, c'est que les profils ont vraiment varié. Aujourd'hui, on a affaire à une catégorie d'Ivoiriens qui restent fondamentalement attachés à la Côte d'Ivoire, qui sont partis de façon beaucoup plus récente par rapport aux autres générations, mais qui n'ont pas raté l'idée selon laquelle c'est toujours l'Europe qui constitue l'Eldorado. Cette idée est quasi présente. Et lorsque les personnes décident de partir, comme le disait un de mes amis, Serge Daniel, qui disait, lorsque les gens se mettent dans la mentalité des départs, quoi que vous fassiez, la personne est convaincue que l'objectif doit être atteint, donc le voyage doit être effectué, quels qu'en soient les coûts. Donc, on n'a pas vraiment affaire au même profil d'immigration. Moi, j'ai pas aujourd'hui les mêmes vagues d'immigration qu'il y a 20, 25 ans, quand nous on allait à Londres, etc. C'est pas les mêmes profils migratoires qu'on a aujourd'hui. De ce qu'on observe, on a des personnes de l'extérieur, donc on va dire de la diaspora, puisqu'on parle de la diaspora. Quand ça arrive au pays, il y a ce sentiment-là qui considère avoir plus de compréhension, une meilleure analyse de la situation.
que ceux-mêmes qui sont sur le territoire. Souvent, on a l'impression qu'il y a il y a une déconnexion, on est un peu déphasé. Et je parle des artistes ici, mais tu pourras peut-être élargir, mais souvent, on a des écrivains qui arrivent et qui commencent à dénoncer la politique et dire que ceux qui sont sur place sont un peu trop heureux, ou ne sont pas assez engagés. C'est vraiment des exemples que je donne qu'on soit sur ton regard sur cette représentation que parfois la diaspora peut se faire de son pays d'origine et de ces gens qui sont là sur place. Oui, c'est dans ma bouche que vous voulez manger votre piment. Non, c'est une question qui est une question importante. Donc, je pense qu'il faut éviter toute forme de légèreté et de subjectivité absolue pour être le plus délicat et le plus factuel possible. C'est-à-dire, dans un monde idéal, tous les regards seraient départis de complexes d'infériorité, de complexes de supériorité, ainsi de suite. Mais il y a les faits, d'une certaine manière. Il y a les faits. Vous savez, entre un Abidjanais ou un habitant d'un village reculé des profondeurs, les perceptions ne sont pas forcément les mêmes. Il y a parfois un sentiment urbain, citadin, qui relègue parfois la ruralité. On connaît la même chose en France. Les fameux ploucs, les fameux pecnos, les gens du Nord que les Parisiens méprisent parfois. Je veux dire, c'est une réalité qui est assez universelle. Et les incompréhensions ont un foyer parfois qui est un foyer insoluble. Maintenant, sur la question des artistes et la question des écrivains particulièrement. C'est-à-dire, il ne faut pas aussi se mentir, il faut qu'on essaie de se dire la vérité. Si l'Europe continue à être une forme d'Eldorado pour beaucoup de gens, ça traduit une forme d'échec aussi des gouvernements africains. Il ne faut pas tourner autour du pot 10 000 ans. Je veux dire, il y a un désenchantement post-colonial et si on doit situer toutes les responsabilités, on doit situer les responsabilités d'ordre colonial et parfaitement aussi les responsabilités d'ordre post-colonial de gouvernements qui ont failli, d'embryons d'États qui sont devenus des États, des potentats, des États justement complètement brinque-ballants. Et la réalité qu'on voit dans la sous-région, je veux dire, elle dit justement des échecs. Et tant qu'on ne prend pas la responsabilité de regarder ça en face, on pourra continuer à dire c'est l'Eldorado, mais parce que c'est l'Eldorado pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, ils préfèrent parfois aller vivre dans des conditions parfaitement terribles, atroces, que de rester parfois chez eux. Et donc, on peut essayer de leur faire la morale et tout là, et ça marche pas. Et ce qu'on essaie de faire, tout ce que la littérature a fait, tout ce que le cinéma a fait, tout ce que, je veux dire, des arts visuels ont fait, c'est de déconstruire le mythe de l'Eldorado. Pour quel résultat? Pour un résultat qui est maigre et famélique. Parce que finalement, les gens se disent, oui, ok, mais moi j'ai envie quand même d'y aller. Et parce que tous ces chemins de mort parfois, pour des miraculés, c'est une forme de renaissance aussi. Donc il y a au fondement de la migration quelque chose de l'ordre de la... Et les artistes, pour venir aux écrivains, il y a un aspect important, c'est-à-dire toute la littérature francophone qui a eu une forme d'audience internationale de manière générale et qui a eu une portée, qui a été fondatrice, peu ou prou a été édité en France. Vous prenez les grands noms de la littérature africaine. Très peu ont eu une gloire qui était parfaitement africaine. C'est-à-dire, c'est en bout de course que l'Afrique vient justement être le sanctuaire de leur réussite comme un triomphe. Prenons 3 exemples. Il y a un auteur que moi j'aime particulièrement, qui est un auteur de présence africaine qui s'appelle Mongo Betty. Mongo Betty a écrit, quand il était très jeune, il avait 25 ans, fringant, un bouquin qui s'appelle Ville cruelle. Pour Ville cruelle, il a pris un pseudonyme qui s'appelait Esaboto. Et donc déjà, il fustigeait la colonisation dans ce livre-là. Vous regardez tous les livres de l'époque, Ferdinand Oyono qui est, Une vie de boy, Le vieux nègre et la médaille. Vous regardez aussi un livre important, un classique africain de Cheikh Hamidou Kane, qui s'appelle L'aventure ambiguë, ainsi de suite. Vous prenez, on pourrait parler dans le local de l'étape, Bernard Dadier, Un nègre à Paris. Toutes ces satires-là ont eu comme fief Paris, ont été édités dans une langue qui n'était pas une langue africaine. Donc forcément, le lectorat africain, il se sent exclu parfois. Et c'est pourquoi on a instruit le procès des auteurs et des artistes comme étant parfaitement des aliénés.
Et la reconnexion, elle n'est pas imminente quand ils rentrent chez eux, parce qu'ils ont tendance à être parfois rejetés. Et hors des cercles élitistes assez restreints, finalement, ils n'ont pas de grande portée. Les écrivains africains sont beaucoup plus lus dans la diaspora en France que dans leur pays. Et c'est leur grand drame, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce mouvement retour-là, et quand ils sont là-bas, et forcément, ils ont un regard décalé, ils sont sortis justement de la communauté, ils ont un regard parfois plus libre, et puis les artistes aussi, c'est la dissidence. Tout acte de création est un acte justement de dissidence, que ce soit le chant, ainsi de suite, c'est la dénonciation. Vous dites les artistes, mais regardons les rappeurs qui ne sont pas forcément sortis, qui ne sont pas partis ailleurs. Ici, critiquent vivement, vertement aussi, leur société pour des tares dites culturelles, pour des malversations financières, ainsi de suite. Donc, moi, je serais beaucoup plus nuancé que ça. Il appartient aux auteurs, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, de déconstruire certains mythes, de jeter le malaise en pleine figure, justement, de la société, pour urger les gens à plus de prise de conscience. Si l'art échoue dans cette mission, et devient la complaisance, la dictée d'une certaine manière des autorités, eh bien, toute sa puissance rebelle et évocatrice, elle est totalement étouffée. Donc, je veux bien souffrir qu'on continue à me dire, tu es déconnecté, mais par évidence, je suis déconnecté. Et je n'ai aucune forme de prétention d'être le centre ou l'épicentre de la vie africaine. Je vis à Paris. J'écris des livres qui sont majoritairement lus, je veux dire, dans la diaspora. Oui, que je le veuille ou non, je suis un tout petit peu déconnecté. Je ne suis pas dans l'agenda et dans le calendrier local. Et ce statut-là n'est pas pour autant infamant. Et j'ai la légitimité absolue d'observer ma société et de lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus peur le jour où les auteurs deviendront les grillés du pouvoir. C'est ça qui me paraît être le plus problématique. Tant que les auteurs ont la force et la verve pour dénoncer, pour essayer de faire avancer les choses, leur implantation géographique me paraît assez anecdotique.